La période que l'on traverse actuellement semble particulièrement riche en enjeux, au niveau climatique, au niveau des nouvelles avancées technologiques, mais aussi au niveau des rapports de force qui se dessinent au sein des relations internationales. Derrière tous ces grands enjeux, il y a une sous-catégorie, moins connue, mais qui pourtant conditionne un grand nombre de ces enjeux. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo pour remettre à peu près tout le monde d'équerre sur cette thématique-là. C'est pourquoi j'ai posé 4 questions à un expert qui va nous permettre de mieux comprendre les grands enjeux de la géopolitique de l'énergie en 15 minutes. Sans énergie, on ne se chauffe pas, on ne se transporte pas et on n'a aucune activité économique. Il n'y a aucune activité qui permet, j'allais dire, de transformer un état de matière dans un autre. Ça s'appelle l'énergie. Et donc cette énergie, elle est essentielle à la vie et elle est essentielle à toutes les activités économiques. Vous, quand vous êtes venu ici, eh ben, vous avez utilisé de l'énergie du transport, l'énergie peut-être d'un métro, j'en sais rien, ou l'énergie d'une voiture. Et moi, pareil. Et donc, c'est complètement essentiel. Et donc, les États, ils sont obligés d'assurer à la fois soit la production sur le territoire, soit d'importer d'autres territoires, de l'étranger, que ce soit des matières premières fossiles, alors fossiles, pétrole, gaz, charbon, ou de l'électricité via les interconnexions qu'on pourrait avoir avec nos voisins. Et donc assurer la sécurité énergétique, ça veut dire assurer à la fois les besoins, ça veut dire assurer le transport de ces besoins, c'est-à-dire qu'on va regarder où il y a des ressources, on va les emmener sur le territoire, donc là c'est regarder le transport, que ce soit par pipeline, que ce soit par bateau, que ce soit par train. Et ça va être aussi d'assurer une production sur le territoire. Et puis, ça va être d'assurer que tout le monde puisse obtenir cette énergie à un prix qui soit raisonnable. Et puis, dernière constante, c'est sécurité énergétique, c'est aussi assurer que la production ou l'importation d'énergie n'ait pas des conséquences environnementales trop fortes. Donc, il y a une dimension, j'allais dire, d'assurer la subsistance, les besoins, de les repérer, de les transporter, de les produire, et puis la dynamique des prix, et puis l'environnement. La France, elle dépend à plus de 99,5% de ses importations de pétrole. C'est-à-dire qu'on a quelques champs pétroliers en France, dans le bassin parisien, dans le bassin aquitain. Ça doit assurer 1 jour et demi de consommation. Ça veut dire que pour les 364 jours qui restent, on est obligé de faire appel à l'extérieur, c'est-à-dire aller nouer des relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite, avec les États-Unis et avec la Russie. Et donc, c'est une dépendance, j'allais dire, quasiment totale. Sur le gaz, c'est la même chose. On peut prendre un autre exemple qui est aussi très très caractéristique dans le monde de l'énergie. Le Japon, c'est une île, il y a très très peu de ressources. Ils doivent être dépendants à 99,9% sur pétrole, charbon, gaz. Donc ça veut dire être dépendant. Alors bien évidemment, la question que vous posez après sur l'Europe, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que la guerre en Ukraine, elle nous a montré en Europe qu'on était très vulnérable. On dépendait à plus de 35% des importations de gaz russe et à plus de 25% du pétrole russe. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, et là, pour rebondir sur la première question, ça veut dire que notre sécurité énergétique, on ne l'avait pas assez anticipée. Pourquoi ? Parce que sinon, on ne se serait pas mis dans de telles dépendances avec des pays qui sont potentiellement, j'allais dire, risqués, notamment comme la Russie. Alors, il y a une charge géopolitique parce que, notamment, on va distinguer les ressources, notamment fossiles, encore une fois, pétrole, gaz, charbon. On va les distinguer entre elles, vous allez voir la question de la charge géopolitique. Cette question de la charge géopolitique, elle a attrait avec quelque chose qui est très simple, c'est que finalement les ressources pétrolières, gazières et charbon ne sont pas réparties de manière uniforme sur la planète. Si on vivait dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Si vous avez 17% de la population sur votre territoire, vous avez 17% des réserves et quelque part, ça serait très très simple, ça serait très homogène. Le problème, c'est que les ressources pétrolières, elles ne sont pas réparties de manière homogène. Donc quelque part, on a une géopolitique géologique. C'est-à-dire que vous avez des pays qui, au final, par rapport à leur poids dans l'économie mondiale, vont avoir des ressources complètement disproportionnées par rapport à leur poids économique ou par rapport à leur poids démographique. Alors, on pourrait citer les pays du Moyen-Orient, bien évidemment, l'Arabie saoudite, où en gros, au Moyen-Orient, on va concentrer
environ 60% des ressources mondiales de pétrole. Mais on va prendre un autre pays très simple, la Norvège. 5 millions d'habitants, premier producteur européen de pétrole. Il est dans les 10 premiers exportateurs mondiaux. Ça, c'est de la géopolitique géologique. La Norvège a un poids international qui est relatif à son poids sur le marché pétrolier, mais pas à son poids, ou démographique, 5 millions d'habitants, ou économique. Bon. Et donc, on va parler de charge géopolitique parce que justement, les ressources ne sont pas réparties de manière homogène. Vous allez avoir une concentration des ressources pétrolières et gazières, notamment au Moyen-Orient. Vous allez avoir, au contraire, pour le charbon, on dit toujours que c'est une énergie sans géopolitique. Pourquoi ? Parce que le premier détenteur de réserves mondiales de charbon, ce sont les États-Unis. Et quand vous regardez, l'Europe, on a des réserves de charbon, même si on ne les développe plus maintenant. Mais vous voyez, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, il y en a beaucoup en Asie. Il y en a en Chine, il y en a en Inde, il y en a en Australie. Donc, géopolitiquement, vu qu'il n'y a pas de lutte ou de compétition pour aller chercher ces ressources, vous n'allez pas avoir de charge géopolitique. Au contraire, le gaz et le pétrole, c'est très mal réparti au niveau du globe. Et c'est pour ça que depuis la Première Guerre mondiale, on parle de charge géopolitique. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez, le pétrole, ça a toujours été considéré comme une énergie de conflit. La Première Guerre mondiale, si l'amirauté britannique ne passe pas du charbon au pétrole, eh bien la suprématie maritime de l'amirauté britannique ne se réalise pas. La Deuxième Guerre mondiale, lorsque vous la regardez, quel a été l'objectif notamment à la fois des Allemands et des Japonais à partir de 39, 40, 41, c'est quoi ? C'est d'aller récupérer les sources d'approvisionnement. Donc c'est pour ça qu'on parle de charge géopolitique, parce que vous avez cette compétition pour aller chercher les réserves, les ressources. Et donc quelque part, la moindre étincelle dans les pays producteurs va produire de la géopolitique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'énergie, ça se transporte. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir en gros des goulots d'étranglement au niveau mondial, les routes de transit. Et peut-être que le détroit d'Ormuz, ça doit éveiller quelque chose. Pourquoi ? Parce que dans le détroit d'Ormuz, on va avoir les productions de l'Arabie Saoudite, des Émirats, de l'Iran, de l'Irak. Donc une majorité du pétrole du Moyen-Orient va passer par le détroit d'Ormuz. Vous bloquez le détroit d'Ormuz, vous bloquez le transport pétrolier. Vous bloquez le détroit de Malacca, vous savez, Malacca en Indonésie. Par le détroit de Malacca va passer 80% des approvisionnements qui vont en Chine, au Japon, en Corée du Sud. Donc ça veut dire qu'on a une problématique de production, mais on a une problématique aussi de transit. Et tout ça, ça fait la géopolitique de l'énergie. Et ça fait que, attaché à ces énergies, on va parler géopolitique. Alors l'énergie, pourquoi elle est payée en dollars ? Déjà, il faudrait dire pourquoi toutes les matières premières sont payées en dollars. Il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi tous les métaux non ferreux, toutes les matières premières agricoles, en majorité, sont payées en dollars. C'est historiquement, tout simplement, c'est quand on a construit les marchés, à la fois les marchés financiers et les marchés physiques, la monnaie de référence, c'était le dollar, tout simplement. Alors on a pu se dire depuis que 1971, Nixon va couper le lien entre l'or et le dollar, c'est la fin de Bretton Woods, mais malgré tout, on continue à faire des prix en dollars. Alors, pourquoi ça reste comme ça ? Je pense qu'il y a une habitude des traders, des gens qui travaillent en dollars, parce que le dollar, c'est quand même une monnaie sur laquelle on a confiance. Après, ça ne veut pas dire que le modèle ne va pas évoluer. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, depuis les années 80, on a quand même de nombreux pays qui se posent la question de comment faire pour ne pas utiliser le dollar. On a eu le Venezuela, on a eu l'Iran, donc en gros tous les pays qui étaient un tout petit peu, en dehors de l'axe occidental. Et puis, désormais, on a une grande interrogation sur le yuan, c'est-à-dire la Chine. La Chine est montée en puissance. La Chine, elle est devenue le premier importateur mondial de pétrole. Pour tout vous dire, la question du pétrole se fait en Asie maintenant. L'Inde, la Chine, ce sont vraiment les territoires de croissance pétrolière. Et donc, quelque part, de nombreux observateurs se disent « mais tiens, si on faisait du pricing, c'est-à-dire si on mettait les prix en yuan, par exemple », on s'aperçoit qu'il y a une volonté chinoise de le faire, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a une réticence de certains acteurs. Pourquoi ? Parce que la monnaie
chinoise, c'est pas une monnaie comme le dollar, c'est-à-dire que la confiance, est-ce que vous auriez autant confiance en fait dans le yuan que dans le dollar? Peut-être pas. Tout simplement parce que derrière le yuan, il y a un gouvernement chinois et il y a un système de gouvernement qui est absolument pas une démocratie. Donc peut-être que pour l'instant il y a des réticences, mais sachez que la Chine, à travers notamment ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, eh bien, elle essaye tout autant de lier, j'allais dire, les pays entre eux via des infrastructures. Elle essaye aussi de créer des canaux d'infrastructures qui lui permettent d'aspirer toutes les matières premières. Mais il y a un objectif aussi qui est l'internationalisation de sa monnaie. Et ça, c'est un objectif qui est secondaire et c'est peut-être un objectif qui est très souterrain. Et quelque part, on pourra en reparler dans quelques années parce qu'on voit que progressivement, les acteurs utilisent de plus en plus du yuan. On voit que, notamment sur certains marchés de matières premières, les bourses chinoises sont les premières au monde. Donc on a un réel bouleversement, j'allais dire, de la manière dont on fait le trading, le commerce de matières premières. Et in fine, ça devrait évoluer. Donc ça veut dire qu'on a quelques signaux faibles. On parle de signaux faibles en prospective, c'est-à-dire des petites choses qui frémissent. Et on peut se dire que cette question de la dédollarisation de l'économie mondiale, elle pourrait intervenir lorsqu'on aura vraiment ce combat de puissance, cette rivalité sino-américaine, notamment sur les marchés financiers. Cette question est très pertinente et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on parle de transition bas carbone, notamment en France, on a l'impression qu'on est tout seul. C'est-à-dire qu'on veut faire la neutralité carbone à l'horizon 2050 et puis on se dit c'est formidable, on est un tout petit peu, on est très eurocentré, hein, comme les Américains sont américano-centrés, vous inquiétez pas. Mais ce qui est très important à regarder, c'est que la transition bas carbone, c'est une compétition. C'est une compétition déjà sur la technologie. Parce que quand on passe d'un véhicule thermique, une automobile classique à un véhicule électrique, il faut savoir qui produit le véhicule électrique. Et aujourd'hui, le premier producteur mondial de véhicules électriques, c'est la Chine. Lorsque vous voulez passer d'une centrale à gaz ou d'une centrale à charbon à des éoliennes ou à des panneaux, enfin une centrale photovoltaïque, il faut voir que les 10 premiers producteurs mondiaux de centrales photovoltaïques, ce qu'on appelle les panneaux solaires, les 10 premières entreprises mondiales, c'est la Chine. Sur l'éolien, c'est un tout petit peu plus disputé, mais vous devez avoir 3-4 entreprises chinoises dans les 10 premières mondiales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette transition bas carbone, premier point, quand on nous la vend, je mets plein de guillemets, mais quelque part c'est un peu le terme, on nous dit regardez, on va passer d'une dépendance pétrolière, enfin on va s'exonérer de la dépendance pétrolière, ça va être vecteur de paix. Pas du tout, ça va être vecteur de compétition économique, notamment sur les technologies qu'on utilise. À moins de revenir, j'allais dire, à la pierre à feu, on va utiliser de la technologie. On a peut-être d'autres solutions pour aller vers plus de sobriété, qui d'ailleurs, cette question-là est éminemment géopolitique. Si vous voulez, on pourra en reparler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la transition bas carbone, ce n'est pas du tout un vecteur de paix, c'est un vecteur de compétition économique, de compétition technologique. Et on le voit, ce qu'on voit sur les microprocesseurs, sur les semi-conducteurs à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on va voir aussi et qu'on observe déjà en fait sur les technologies dites bas carbone, le solaire, l'éolien, le véhicule électrique, qu'on va voir aussi sur l'hydrogène, dont on parle beaucoup. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut se préparer à cette transition bas carbone, il va falloir se préparer aussi d'un point de vue de la recherche des technologies et notamment des brevets. C'est-à-dire qui fait les technologies, qui font les technologies de demain. Et aujourd'hui, les technologies bas carbone, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe, mais il y a un continent qui monte. C'est le continent asiatique avec la Corée du Sud, le Japon, la Chine, premier breveteur de technologies bas carbone, et aussi Taïwan. Ça veut dire qu'on va avoir ce monde un petit peu tripartite sur les technologies et bien évidemment compétition. Donc transition bas carbone, c'est pas le doux rêve en fait d'une absence de géopolitique, c'est justement un renforcement des problématiques géopolitiques.